Je vous prie de bien vouloir accorder toute votre attention à l'exposé que Marc Lachiazeret va consacrer donc à la dynamique en termes d'histoire. Marc, c'est à toi. Donc, alors, la plasmolyse. Ouais, ok. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me trompe de mot. Dynamique en termes d'histoire. Donc, ce que je vous présente, c'est une sorte de, non pas de dynamique nouvelle, mais je dirais de formulation nouvelle de la dynamique. Mais quand je dis nouvelle, je n'ai pas regardé toute la littérature. Je ne sais pas si les gens qui travaillent en dynamique vont considérer ça comme trivial ou comme vraiment nouveau et très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, quand j'ai construit ça, j'étais un peu inspiré par la difféologie. Donc, il est possible que ce que je vous présente ait une meilleure formulation en difféologie, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas assez expert en difféologie. Et disons que c'est une reformulation de la dynamique en termes de difféologie et en termes d'histoire. C'est-à-dire la notion fondamentale, ça va être la notion d'histoire. Et la notion d'histoire, il me semble qu'elle est très intéressante parce que aujourd'hui, je vais vous parler de physique classique, c'est-à-dire non quantique, mais il est bien connu que la notion d'histoire est extrêmement fructueuse en mécanique quantique, et il y a même une vision de la mécanique quantique qui est la vision en termes qu'on appelle en termes d'histoire cohérente ou termes d'histoire décohérente plutôt. Et elle est tellement intéressante qu'Anatole s'est trompé dans le titre du séminaire. Il a donné comme titre « Histoire des cohérences », alors que ce n'est pas du tout ça. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de physique quantique. Alors, la première chose à faire, c'est de définir ce que c'est qu'une histoire, et en partant de la formulation habituelle de la dynamique, que je pense vous connaissez, mais je vais quand même la présenter de manière un peu rapide, et ça nous permettra de voir comment je la reformule. Alors, je dirais l'archétype des théories dynamiques, c'est tout simplement la particule non relativiste dans l'espace de Newton ordinaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la particule? Elle est représentée par sa position Q. Normalement, c'est un vecteur à 3 composantes, mais j'écris Q. Normalement, il faudrait le décomposer en Q1, Q2, Q3, c'est-à-dire mettre un indice, mais pour le moment, je le laisse tomber. C'est pareil. Et puis, ce qu'on cherche, finalement, c'est la manière dont Q évolue au cours du temps. Donc, on cherche un truc qui s'appelle Q de t, une fonction Q de t, et c'est ça que je vais appeler une histoire. Autrement dit, une histoire, c'est quelque chose, c'est une fonction de t. C'est quelque chose qui à t fait correspondre Q de t. Et c'est ça maintenant. Alors, comme Q, si vous voulez, ça représente en général une coordonnée, mettons qu'on soit à une dimension, mais une coordonnée dans l'espace, je ne veux pas noter l'histoire t envoie sur Q de t de la même manière que la coordonnée elle-même. Donc l'histoire, je l'appelle C. C, et je vais mettre ici C de t. Donc vous voyez ce que c'est qu'une histoire, c'est finalement quelque chose qui associe à chaque instant une position. Pourquoi qu'on sache que c'est de la même chose qu'on parle, pourquoi tu ne mets pas tout simplement un tilde dans l'un et pas de tilde dans l'autre comme ça parce que c'est un peu la plus même lourd et parce qu'après je vais généraliser et donc j'appelle une histoire petit c et dans tout mon exposé petit c ça voudra dire une histoire. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc finalement c'est quelque chose qui envoie t dans ici Q, mais pour la particule relativiste Q c'est R3. D'accord? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez. C'est tout simplement ça. D'accord? Autrement dit, j'ai R3. J'ai ici T, et je suppose, par exemple, ça va de 0 à 1. Et donc, une histoire, c'est quelque chose qui m'envoie ça. Et ça, c'est la trajectoire de la particule. Ah, c'est mon téléphone, peut-être? Ah, c'est ton téléphone. C'est pas grave. Voilà mon histoire. Mon histoire, c'est ça. D'accord? Et ça, c'est C de 0. Et ça, c'est C de 1. On a tous l'habitude de ces choses-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc finalement, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait de la dynamique? On cherche quelles sont les histoires qui sont solutions du problème. Autrement dit, quelles sont les histoires qui vont
être solution des équations du mouvement. Les équations, on va les écrire ensuite. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on a une histoire, donc, je répète, c'est une fonction d'un certain espace T vers un autre espace Q, et ceci, je l'appelle le domaine d'évolution. Comme on est en physique newtonienne, le domaine d'évolution, c'est simplement le temps, la ligne de temps. Mais quand on va vouloir généraliser, on va voir que ça pourrait être autre chose. Donc, une histoire, c'est une fonction de la ligne du temps. Donc, je peux dire qu'une histoire C, ça appartient à l'espace des fonctions qui vont de T dans Q. Et une fonction, c'est une zéroforme, évidemment. Donc, plutôt que d'appeler une fonction fonction, je l'appelle zéroforme, parce que j'ai envie de l'appeler zéroforme. Et donc, j'écris ça comme ça. D'accord? Ça, c'est juste une question de vocabulaire. Une histoire, c'est une zéroforme. Et pourquoi je l'appelle une zéroforme? Parce qu'après, je vais vouloir généraliser à des une formes, à des deux formes, etc. Donc, une histoire, c'est une histoire. Alors, pardon, excusez-moi. Les zéroformes, ça forme un fibré. Les zéroformes sur T, ça forme un fibré sur T. Et une histoire, c'est donc une section de ce fibré. Donc ça, je peux encore l'appeler section du fibré des zéroformes, et je l'appelle wedge 0 du tangent. Ah, mais effectivement, tangent, j'ai déjà un T, et je vais mettre un T comme ça pour la ligne du temps. D'accord? C'est juste simplement que je complique les choses qui n'ont pas besoin d'être compliquées, parce que je vais avoir besoin de généraliser par la suite. Donc ça, c'est simplement réinterpréter, enfin c'est même pas de l'interprétation, c'est simplement montrer ce que c'est qu'une histoire dans la dynamique ordinaire. Maintenant, si j'ai une histoire qui est une fonction t en OSC de t, évidemment, ça me définit canoniquement la fonction c point, parce que j'ai qu'à dériver cette fonction par rapport au point. Mais c point, c c'est une fonction, je peux prendre sa dérivée extérieure sur t, et ça, c'est évidemment C point dt. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait de la dynamique, évidemment, après, on va vouloir écrire le Lagrangien, on va utiliser les dérivés de C, puisque le Lagrangien, c'est une fonction de C et de C point. Mais en réalité, C point, c'est quoi? C'est une composante de la forme différentielle dc. Et quand j'ai C, il suffit que je fasse la dérivée extérieure, j'ai dc. D'accord? Donc, quand je vais écrire C point, en fait, j'écris dc en utilisant une composante. C'est simplement une manière différente de voir les choses. Alors donc, les histoires, maintenant, je dis, c'est toutes les fonctions de ce type-là. L'espace des histoires, c'est l'espace de toutes les sections de ce fibré. Bon, maintenant, il faut que je sélectionne parmi toutes les histoires celles qui sont des solutions de mon problème. Donc, je veux faire maintenant de la dynamique, il faut que j'ai quelque chose en plus. Qu'est-ce que j'ai en plus? Eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle un Lagrangien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Lagrangien? En général, on définit un Lagrangien comme une fonction qui, à C et C points, fait correspondre un nombre. D'accord? Par exemple, si on a une particule libre, ça sera simplement C point carré sur 2. C point, donc c'est la vitesse. Et puis, s'il y a un potentiel, on va rajouter un potentiel V2. Alors, en général, on écrit Q point, mais moi, je vais écrire avec des histoires. D'accord? Q point, ça ne veut rien dire, en fait, bien que tout le monde l'écrive partout, parce que Q, c'est simplement un point de l'espace. Donc, quand on écrit Q point, en fait, on veut dire C point. D'accord? Ça vous va? Donc, c'est comme ça que ça s'écrit, le Lagrangien. Bon, mais en fait, ce Lagrangien, qu'est-ce qu'on va en faire? On va s'en servir pour définir ce qu'on appelle l'action. Et c'est l'action qui est importante. L'action, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale sur le temps dt de L. Mais moi, je vais préférer écrire ceci. Ça, c'est quoi? C'est un scalaire. Ça, c'est une forme. Quand je multiplie une forme par un scalaire, ça me donne une forme, une forme. J'écris L.
Et donc, mon action, c'est simplement l'intégrale sur ma variété de départ, mon domaine d'évolution, T, du Lagrangien, considéré comme une fonctionnelle de C. Et A, c'est une fonctionnelle de C. D'accord? Pour faire ça, ça veut dire quoi? A, c'est quelque chose qui prend une histoire et qui me donne un nombre. C'est ce qu'on appelle en général une fonctionnelle. Et je la définis comme l'intégrale de ceci. Qu'est-ce que c'est que L? C'est quelque chose qui me prend une histoire, avec sa dérivée d'ailleurs, et qui me donne non pas un nombre, mais une forme. Donc c'est quelque chose qui part de oméga 0 de t et qui va dans oméga 1 de t. D'accord? Alors, quand j'ai quelque chose qui prend une fonction et qui me donne un scalaire, en général on appelle ça une fonctionnelle. Ici j'ai quelque chose qui prend une fonction mais qui me donne non pas un scalaire, qui me donne une forme. Donc c'est un objet un petit peu nouveau et j'appelle ça finalement une formelle. D'accord? J'ai introduit un nouveau mot qui va être un peu plus économe dans mon discours, qui va me permettre d'avoir un discours un peu plus économe. J'appelle ça une formelle. Donc vous voyez, c'est quelque chose ici qui me prend une fonction et qui m'envoie une forme. Mais en fait, je vais définir ce terme formel comme quelque chose d'encore plus général. C'est quelque chose qui m'envoie, qui prend une forme quelconque, c'est-à-dire ici, ça peut être un oméga k quelconque, et qui me donne une forme de degré quelconque aussi. D'accord? Quelconque aussi. Oui. Cas particulier, ici, oméga, c'est oméga 0 qui est à l'intérieur d'oméga, et là, c'est oméga 1 qui est à l'intérieur d'oméga. Mais la notion... Quand tu dis quelconque, c'est-à-dire que tu appelles formelle de degré machin si ça va de oméga t dans oméga Voilà, machin. bon, ça par exemple, si ici j'ai Q et P, je vais l'appeler, si vous voulez, une QP formelle par exemple. Oui. Mais formelle tout court, ça veut dire que je ne précise pas. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut, donc, pour certains, aller dans P et pour certains dans P', sinon ce sera le bordel. Oui, oui, non, mais ça va, non, ça va dans n'importe quoi pour le moment. Pour le moment, c'est une définition mathématique, c'est quelque chose qui part de oméga, c'est-à-dire qui prend une certaine forme d'un certain degré, Q, que je ne précise pas, et qui me donne une forme d'un autre degré que je ne précise pas non plus. Oui, mais qui est le même tout le long de la forme. Ah oui, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Donc, non, mais une forme, donc c'est une forme. ça a un sens de parler de l'indice QP de la forme. De la formelle, oui. Formelle. On est d'accord. D'accord. Et ici, c'est une 0, 1 formelle. D'accord. D'accord. Ensuite, je vais considérer des trucs un peu plus compliqués. D'accord. D'accord. Donc, finalement, ma dynamique est définie par une action, laquelle action est définie par ceci, qui est une forme lagrangienne, qui est un cas particulier de formelle. D'accord. Tu n'as pas rappelé en quoi c'était se donner une dynamique que de se donner... Oui, mais si, ça c'est se donner une dynamique. Maintenant, tu n'as pas dit pourquoi c'est dans oméga 1 ça, parce que tel qu'on le voit, oui. ça ressemble à un... Ça ne peut être que dans oméga 1 puisque je veux l'intégrer sur T. Je veux l'intégrer sur le domaine d'évolution. Oui, et c'est Q carré sur 2. Non, alors ça c'est petit L, c'est le scalaire. Ah. Donc mon grand L, c'est petit L de T. D'accord. Hein? Quand on écrit normalement dans tous les livres, vous allez voir ça, le Lagrangien scalaire, on l'intègre en rajoutant un dt. Ouais. Moi je l'écris différemment, c'est le même, mais je l'écris comme ça. D'accord. Hein? Ça c'est une forme. Au lieu de définir un Lagrangien scalaire que je multiplie ensuite par dt pour obtenir une forme, je définis tout de suite mon Lagrangien comme une informe. D'accord. Comme une formelle, c'est-à-dire plus exactement Une comme quelque chose formelle. qui, à partir d'une certaine zéro forme, me donne une informe. D'accord. Alors, comment je trouve les équations du mouvement avec ça? Eh bien, simplement, je demande que lorsque C varie, puisque A dépend de C, ça entraîne une variation de A, et je demande qu'elle soit 0. Je demande que l'action soit stationnaire par rapport aux variations de mon histoire. Donc c'est pas forcément la moindre action. Ça peut être
En général, c'est la moindre action. Simplement, je demande qu'elle soit stationnaire. Ça pourrait être un extrémum, ça peut être un extrémum ou un minimum local. Pour le moment, ça je m'en fiche. D'accord? Donc, c'est exactement la formulation normale, mais je la formule un petit peu différemment. Et évidemment, ça va être une généralisation. Bon, quand je fais ça, je trouve les équations du mouvement, bien entendu. Donc, ici, j'ai dit que c'était une formelle, mais c'est un petit peu plus subtil. Parce que, en fait, vous voyez que quand j'écris le Lagrangien, si je prends le Lagrangien, mettons le plus simple, la particule libre, en fait, c'est Q point carré sur 2. Donc, c'est Q point, il y a la dérivée. Donc, pour être correct, il faudrait que j'écrive L de C et de DC. D'accord? C, c'est une zéro forme, et ça, c'est une forme. Autrement dit, ma formelle, je généralise un peu en permettant que ça ait plusieurs arguments. C'est-à-dire ici, ça devrait être oméga 0 multiplié par oméga 1. Mais pas tout à fait non plus, parce que je demande que la une forme qui est dans oméga 1, ça soit la dérivée de oméga 0. Donc ça va être un sous-ensemble de ça. En même temps, ces deux variables C et DC sont pas indépendantes, puisque voilà, DC, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment ça, mais c'est ouais. un sous-ensemble de ça, normalement. Parce que c'est là où des fois c'est pas très clair. Si après tu considères des dérivées partielles par rapport à Q point, ça veut dire que... Bon, voilà. Je vais être plus précis, parce que tout ça, j'ai été un peu vite, d'accord, mais vous allez voir, ça va être très bien. Ça va très bien se passer. N'ayez pas peur. Donc, je définis mon espace des histoires, grand C, comme ici, oméga 0 de t. Et puis je définis un truc qui est grand C, je mets un petit indice V pour montrer que ça va être les histoires dérivées, si vous voulez. Donc ça, c'est l'ensemble des C. Et l'ensemble des histoires vitesse, c'est l'ensemble des CDC. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai un C, je lui associe son DC. En fait, comme c'est canonique, ça veut dire que ça et ça, c'est la même chose. Il y a une correspondance 1-1. C'est juste que je le formule différemment. Et donc, pour être rigoureux, L, c'est quelque chose qui part ici de mon CV et qui va dans oméga 1 de t. Autrement dit, je peux considérer que ça a deux arguments, qui sont C et DC. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai défini un Lagrangien. A de C égale intégrale sur T de L de C dC. Et j'ai envie d'écrire delta A. J'aurais envie d'écrire quelque chose qui serait dL sur DC delta C plus dL sur D de DC delta de DC. A priori, ça ne veut rien dire, mais je vais montrer que ça a un sens. Et en fait, comment puis-je montrer que ça a un sens? L, c'est quelque chose qui est défini comme ça, qui prend j'aurais écrit tout. L, ça me prend C et DC, et ça me donne L de C et DC. Donc, si maintenant je fais varier delta C, ça va m'entraîner un delta de DC qui est D de delta C, tout simplement. Et donc, je peux calculer qu'il y a un delta L. Et ce delta L, je montre, c'est assez évident, que c'est proportionnel à delta C, donc quelque chose là, et à delta de DC. Et ce quelque chose, qui est bien défini, je l'appelle dL sur DC, c'est une définition, et là j'ai dL sur D de DC. D'accord? L, rappelez-vous, avec ça, c'est une forme. Delta, alors C, c'est une zéro forme. Delta C, c'est toujours une zéro forme, si je le fais varier. dL sur DC, ça c'est une forme, ça c'est une zéro forme, ça va être une forme. Donc ici à gauche j'ai une forme, là j'ai une forme, ça va bien.
DC, c'est une forme. L, c'est une forme. DC, c'est une forme. Donc ça, il faut que ça soit une zéro forme pour que ça marche. D'accord? Bon, bah, si ma forme C, je l'écris, ici c'est trivial, après ça sera moins trivial. C égale C point dt, et puis L égale L dt. D'accord? Ici, je vais tout simplement avoir dl sur dc. Qu'est-ce que j'ai écrit? DC, pardon. Et C, c'est l'histoire. Ça va tout simplement être dl sur dq. L, c'est un scalaire, dq, c'est ça. Enfin, pour la valeur C, d'accord? Vous comprenez cette notation? Enfin, c'est trivial ici de calculer ça. Ça, c'est un peu moins trivial, parce que si j'écris dl sur dc, pardon, ça va vouloir dire d de L dt sur d de c point dt. Bon, et je pourrais vous le montrer, je ne le montre pas ici, mais c'est tout simplement dl sur dc point. Et ça, c'est bien une zéro forme. D'accord? Donc, tout marche bien. C'est trivial dans ce cas-là. Et ça, c'est mes équations de mouvement. Et ce que je peux remarquer, c'est que quand j'ai un truc comme ça, dl sur dc plus dl sur d de dc, pardon, delta c, zut, dl sur dc, delta c plus dl sur delta dc, delta de dc, d'accord? Ça c'est mon delta L. Delta de dc, c'est la même chose que d de delta c, d'accord? Et ça, je peux très bien l'écrire d de dl sur d de dc. Ça, je vais l'écrire p pour pas m'embêter, d'accord? Donc, j'ai p d delta c, que j'écris simplement d de p delta c moins dp delta c. D'accord? Ça vous va? Parce que quand je dérive ça, je dérive d'abord le premier terme, donc j'ai un dp delta c, que j'enlève ici, plus p delta c, qu'est-ce que j'avais là? C'est vraiment règle de Leibniz. D'accord? Donc je réécris mon delta L, c'est égal à dl sur dc plus d de p delta c, non, d de p, pardon, facteur de delta c, moins, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Alors il y a un moins ici, pardon, parce que c'est ce terme que j'ai mis dans le crochet, plus ceci, d de p delta c. D'accord? Ça, c'est mon delta L. Ce qui va m'intéresser, c'est le delta A, dont j'ai dit que c'était l'intégrale sur t de delta L de C. D'accord? Donc, quand j'intègre, delta A égale l'intégrale de ça, ben vous voyez qu'ici j'intègre une différentielle totale, donc ce terme-là ne va pas contribuer. Donc la variation de mon action, c'est ça. D'accord? Si je veux écrire que cette variation est nulle, condition de stationnarité, je vais écrire dl sur dc égale d de dl sur ddc. Mais attends, tu intègres une différentielle totale, mais sur l'intervalle 0,1? Oui, parce qu'on suppose que les histoires ne varient pas aux bornes. D'accord? Ah oui, et donc le delta C... ne contribue pas. D'accord. Ok? Oui. D'accord avec ça? Si. C'est clair pour tout le monde. Oui, parce que tu vas regarder parmi toutes les histoires qui sont fixées au bout. Points. Oui, d'accord. D'accord? Ça, c'est vraiment classique. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est l'équation de L'Aire-Lagrange. Que d'habitude, on écrit dl sur dq moins d sur dt de dl sur dq point.
Alors, d'habitude, on écrit ça et déjà, voilà. Ça, évidemment, ça n'a aucun sens en toute rigueur. Enfin, Mais bon, après, c'est juste sait ce que le ça fait veut dire. qu'on choisit un nom pour les variables, même si ce nom, comme Q point, est un peu compliqué. Toi, tu rajoutes une couche, en quelque sorte, en dérivant par rapport à des formes. Hein. oui. Le fait de dériver par rapport à des variables qui en fait sont des formes, ou par rapport à des formes comprises comme étant des variables, c'est un formalisme, c'est le tien, c'est quelque chose de Voilà, classique. c'est le formalisme que j'introduis là. Ah, c'est le formalisme que tu introduis. Voilà. D'accord. Et si tu veux, après je fais tous les calculs, c'est-à-dire je montre très exactement comment je peux décomposer ça en composantes. Ici c'est trivial parce que j'ai qu'une composante. Mais on va voir qu'après, ça se complique un Oui, peu. c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu nous as présenté, on pourrait le suivre exactement en parallèle avec la manière habituelle de l'écrire. Oui, c'est la manière habituelle. Et il y a juste le DT qui apparaît ou qui Voilà. disparaît. Et donc on sait que c'est juste dans ce cas-là. Mais si tu l'introduis, c'est parce que tu vas en avoir besoin pour faire des choses plus Et là, complexes. je vais être un peu plus détaillé. Et d'accord. Mais donc, est-ce que tu es sûr que ce formalisme ne présente aucun problème Vous allez voir, oui. Je vais vous montrer les étapes. D'accord. Ça, c'est la dynamique newtonienne, avec le temps. Et le temps, il m'intéresse parce que c'est ma variété de départ. C'est ce que j'ai appelé le domaine d'évolution. Ce domaine d'évolution, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne temporelle. Qu'est-ce que c'est que la ligne temporelle? C'est une ligne, c'est R en fait. C'est R. Et R, c'est quoi? C'est une variété à une dimension. D'accord? Donc, la règle générale que je vais avoir, c'est mon espace de départ, mon espace d'évolution, E, ça va être une variété. Mais ici, c'est plus qu'une variété, puisque j'ai la variable T en 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je suis sur R, la variété du temps, il y a une métrique sous-jacente. C'est simplement dt. D'accord? C'est la métrique de la ligne temporelle. Autrement dit, quand je dis que j'ai le temps, c'est la même chose que de dire que j'ai défini une certaine métrique qui est dt sur la variété que représente la ligne du temps. Autrement dit, ici, c'est une variété métrique. Attends, pourquoi dt, tensoriel dt, c'est quoi? C'est une forme quadratique sur R? T, c'est la coordonnée dans R. D'accord? Oui. dt, c'est une forme dans R. dt par dt, c'est deux formes symétriques, donc c'est une métrique sur R. C'est-à-dire que, au lieu de considérer t comme une variable privilégiée, je considère t comme la métrique de cette variété. Quelle est la structure de variété sur R? La structure tout à fait normale de variété sur R, c'est R variété différentielle. Canonique, la structure différentielle canonique. D'accord? Donc, c'est une variété métrique. Autrement dit, une théorie dynamique, c'est quelque chose qui est défini sur une variété métrique. Bon, jusqu'ici, je n'ai fait que utiliser un langage un peu bizarre pour la dynamique newtonienne complètement normale. Tu peux récapituler ce que c'est qu'une... Tu dis une dynamique, hein, c'est ça? La dynamique, c'est finalement un problème que je définis par les choses suivantes. Je définis ça par un domaine d'évolution, E, dont je vais demander de manière très générale que ce soit une variété métrique. Ici, c'est la ligne du temps. Un domaine de ce qu'on appelle l'espace des configurations. Ici, c'est R3. Et ce que je vais considérer, c'est les flèches qui vont de l'un vers l'autre, que j'appelle des histoires. Et ensuite, il faut que j'ai une fonctionnelle des histoires, enfin plutôt une formelle sur les histoires, qui est quelque chose qui, à la formelle, me fait correspondre un Lagrangien, qui est une certaine forme, pouvant être intégrée sur le domaine, et qui me donne donc une action. Et ensuite, je peux définir un calcul variationnel. La formelle, elle peut monter ou descendre de degré. On va y venir, ça. Pour le moment, c'est trop tôt, mais tu as raison. On va y venir. Bon, jusqu'ici, ça n'a aucun intérêt parce que je n'ai fait que donner une formulation différente de quelque chose de bien connu qui n'apporte rien.